Cet épisode a une distance de 9,5 km à un pace de 7 minutes 20. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. J'ai lu le livre « Toutes les vies possibles » de Patrice Godin. Et puis, Patrice parle dans son livre à un moment donné où il court plus, puis il se sent imposteur face au fait qu'il fait des conférences sur la course à pied. Puis là, j'ai eu la réflexion, mais écoutons, c'est donc bien facile de s'infliger ça, ce sentiment d'imposteur-là, parce que il arrive quelque chose dans ta vie, peu importe, que ce soit une décision, un changement. Puis là, tu te dis à toi-même, bon, ben, je suis plus à la hauteur de réaliser ça. Puis pourtant, ça nous enlève aucune compétence, aucune connaissance, ni le vécu qu'on peut avoir eu, puis l'expérience, encore moins. Donc, ça a amené l'idée de parler aujourd'hui du sentiment d'imposture par rapport à la course à pied. Mais avant de rentrer dans le sujet principal, salut Coach Bill! Salut Coach Isa! Comment tu vas? Ça va bien. Est-ce que tu as couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine, puis j'ai appelé ma course « J'étais dû ». Parce que ça faisait 3 jours, imagine-toi donc, que j'avais pas couru. Puis justement, pour faire du lien avec le sujet de l'épisode, je commençais à me demander si j'étais encore un coureur. Moi, 3 jours, c'est assez. 3 jours? Je suis dur, hein? Je suis vraiment dur avec moi-même. Vraiment, là, à partir de 36-48 heures, je commence à me poser des questions. Je sais encore courir? Je vais être capable? Les doutes fusent très rapidement dans ma tête. Puis, je te dirais que ça me joue beaucoup dans la tête quand je fais un affûtage aussi avant une course, parce que cet arrêt-là, il est bénéfique, il est bon. Je le sais, la théorie est bonne, mais mon Dieu que j'ai de la misère d'arrêter 3-4 jours, mettons, là, avant un événement. Je trouve ça vraiment difficile. Faut que je me distrais autrement. Je te file. Ouais. Puis toi, tu courais cette semaine? J'ai fait une mini-course. En fait, c'était pas cette semaine, mais j'ai fait une mini-course, en fait, sur l'heure du dîner. En fait, présentement, je suis en convalescence. Je me suis fait opérer d'urgence. Situation bien plate. Je vais bien, mais je vais être quand même en pause de course. Puis la dernière course, avant cet événement-là, on allait courir justement sur l'heure du dîner. Puis je suis l'ordinaire, mais on va y aller pareil, on va aller tester. Fait qu'on a fait quelques petits intervalles, en fait, plus du fractionné par défaut. Puis, pour faire du pouce aussi pour le sujet à venir, tu sais, je me sentais mal parce que là, je te privais de faire ta sortie de course. J'étais quand même inquiète de ma condition, donc je voulais pas pousser trop, mais en même temps, je voulais pas non plus dire, bon, ben là, ouais, papa, je fais le mal un peu, que, tu sais, je suis capable d'en donner un peu plus. Je suis en train de m'asseoir là-dessus, tu sais, d'être un peu lâche. Donc, c'est un peu toutes les réflexions que j'ai eues dans ma tête. Et puis, j'ai essayé, au minimum que ça paraisse pas trop puis de rester de bonne humeur. Mais clairement, j'étais en tabarnak. Ça me faisait chier. J'avais envie de courir sur l'heure du dîner. Là, j'avais mal. Mon corps voulait pas faire ce que j'avais envie de faire. Puis, c'est ça. Finalement, je courrais pas pendant 3 semaines. Mais c'est fun, par exemple, parce que vraiment, ça fit avec le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Avant d'entrer dans le sujet, je vais faire un petit retour sur certains commentaires qu'on a eus, entre autres par rapport à l'épisode sur les erreurs de débutants, où on disait, tu sais, c'est toi qui nous mets de prendre des souliers trop petits, puis ce serait cool d'avoir une plateforme où on peut s'échanger nos souliers. Ouais. Il y a B qui nous a dit, moi j'aimerais vraiment ça, j'en aurais échangé. J'ai levé la main. Moi j'ai les 12 d'hommes à échanger, mais non, elle les a pas voulu. Non, c'est ça. Puis là, les pointures qu'elle a marquées, c'était plus grand que moi. Fait que moi non plus, je peux pas, désolé B. Il y avait Mélanie aussi qui nommait qu'elle, dans son demi-marathon, elle n'avait pas eu assez de glucides, puis qu'elle avait frappé un certain mur, justement. On l'entend souvent parler. Puis pour elle, c'est comme ça que ça s'était produit. Par rapport à l'épisode sur les différentes questions que les coureurs se posent, il y a Anne-Marie qui a parlé des caleçons qu'elle porte. C'est pour la question comment on s'habille quand il fait froid, quand c'est l'hiver. Et puis plutôt que d'avoir 2-3 paires de pantalons, la marque Kraft fait des caleçons qui sont super confortables. Fait que merci Anne-Marie pour le cue.
dans le même épisode, un commentaire qu'on a eu de Geneviève par rapport à la diarrhée du coureur. Puis ça, moi, j'ai eu des gens que j'ai suivis qui avaient ça, puis après plusieurs recherches, il y a beaucoup de théories, mais il y a beaucoup de tests à faire aussi. Là, pour chacun, ça s'applique pas toujours de la même manière. Puis Geneviève a amené une théorie que je trouvais quand même fort intéressante, qu'elle a remarqué chez des amis coureurs qui étaient très inactifs toute la journée. Alors que juste de marcher, bouger, faire quelque chose dans la journée, ça va activer quand même le système digestif, ça fait bouger les intestins, puis ça tout le péristaltisme, qui fait que quand tu arrives en course, ben il est pas stimulé tout d'un coup. Alors que si tu es très, très sédentaire toute la journée, tu pars courir, ça brasse tout ça, ben ça se peut là, que ça fasse un flush. Fait que ce serait à évaluer, voir si vous avez de la diarrhée du coureur, est-ce que c'est parce que vous êtes très inactif, puis vous partez courir, ben ça se pourrait que juste d'être moins sédentaire, bouger, marcher, de pas juste concentrer votre entraînement dans la journée à courir, mais de vous assurer de bouger toute la journée, ça pourrait peut-être faire une différence. En plus, il va y avoir les bénéfices pour la récupération. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, là, d'avoir une récupération active. Fait que pour rentrer dans le sujet principal, mettons, je te pose la question, à quel moment on devient un non-coureur? Toi, tu dis que tu commences à te sentir imposteur à 3 jours. Là, moi, je vais pas courir pendant 3 semaines. Je suis rendue une non-coureuse? Est-ce que l'intention est suffisante pour dire que je suis encore une coureuse? C'est une excellente question. Excellente question philosophique. J'ai le goût de faire un retour, puis là, je réponds pas à ta question, là, mais je fais un petit détour. Je reviens sur quelque chose que j'ai traité dans un autre épisode par rapport à quelque chose d'acquis versus quelque chose qui s'entretient, qui se maintient. Tu sais, je nommais, mettons, tu fais une certification en coaching ou tu fais un bac en peu importe quoi, ben c'est un diplôme, c'est un acquis, tu l'as. Personne ne va te l'enlever. Ça existe, c'est à toi. Par contre, si justement tu dis, ben moi j'avais donné comme exemple, si tu fais, moi je fais le marathon en tant de temps, ben tu sais, si c'est quelque chose qui date d'il y a 15 ans, ben tu sais, c'est pas la réalité d'aujourd'hui, ouais. là. Tu sais, oui, ça existait, mais aujourd'hui, je veux pas être rude, mais tu sais, c'est pas ça que tu vaux aujourd'hui. Je sais pas que je veux classer les gens, là, mais tu sais, de rester accroché sur quelque chose du passé comme ça, ben non, c'est pas ça. Tu sais, fait que ça s'entretient au jour le jour, ou juste de maintenir la forme, de maintenir l'entraînement. Tu sais, c'est facile de dire, ben ah oui, j'étais en forme, mais pourquoi tu l'es plus? Tu sais, c'est parce que tu as arrêté quelque chose. Mais en même temps, ça se peut qu'il soit arrivé quelque chose dans ta vie qui fait en sorte que tu n'es plus en forme. Ben, je sais pas, moi, si ça fait comme 4 mois que tu es en processus de récupération, ça se peut que tu aies perdu ta condition physique, mais là, c'est pas parce que tu veux pas, tu sais. C'est pas parce que tu veux pas. Fait que bref, c'est-tu l'intention? T'es-tu un coureur à vie une fois que t'as couru? Ouais, c'est ça. Je sais pas, pour vrai. J'ai de la misère à me positionner. Ouais. Mais au final, je sais pas pourquoi on a besoin de se questionner là-dessus, tu sais. Je suis qui pour dire que quelqu'un est pas un coureur ou que la personne est un coureur alors qu'il se l'attribue pas, tu sais. Je pense que l'important, c'est de pas venir atteindre son estime personnelle là-dedans, tu sais. Parce que si t'as envie de te sentir coureur, même si ça fait 4 ans que t'as pas couru, pourquoi pas? Effectivement, ça enlève rien, mais c'est la perception. Tu sais, si je te dis, ah oui, moi je cours, OK, quand la dernière fois? Il y a 4 ans. OK. Puis en quoi tu es un coureur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être un coureur? Tu sais, si tu es en réathlétisation, en retour de blessure, en repos saisonnier, tu es encore dans une démarche, tu es dans un continuum quand même de pratiquer ce sport-là, je dirais. Mais si tu as décidé d'arrêter ou de plus le faire, décider ou tu t'es fait décider parce qu'il est arrivé quelque chose qui fait que tu peux plus le faire, t'es-tu encore un coureur? Mais au bout de la ligne, c'est quoi qui est important? C'est-tu l'étiquette ou c'est comment tu te sens? À l'inverse, il peut y avoir des gens que ça fait longtemps qu'ils courent ou qui ont commencé quelques semaines puis qui n'oseront pas s'appeler un coureur. Ah oui, c'est ça. Puis c'est un peu le sujet aujourd'hui, tu sais. Ça se peut que quand tu viens de commencer à courir, tu te dis, bon, ben, tu remets ça un petit peu en question, là, tu sais, tu te l'autorises pas encore tout de suite officiellement de dire que tu es un coureur. Sauf que là, quand ça fait 6 mois que tu cours 4 fois par semaine, même si tu fais pas encore des longues distances ou même si t'es pas encore rendu en continu, on tombe-tu dans un peu le trouble
qu'on connaît, le syndrome d'imposteur. En fait, c'est quelque chose qui se transpose dans ta vie, tu sais, puis que là, finalement, tu finis par t'auto-saboter quand tu as ce sentiment-là d'imposture. Puis, pour en parler aujourd'hui, on est allé chercher un peu une définition de c'est quoi le syndrome de l'imposteur. Puis, on avait envie de parler un peu de quelle façon ça se manifeste dans la course à pied. Puis c'est drôle parce que en faisant l'exercice, on est allé sortir chacun de notre côté des exemples dans chacune des caractéristiques. C'est bien plus facile de regarder les comportements de quelqu'un que de soi-même. Donc moi, j'ai sorti quelques petites idées que je savais qui s'appliquaient à toi, puis j'arrivais pas à en sortir de moi-même. Puis toi, t'es allé en écrire qui me correspondent, puis en les lisant, j'ai fait « Ah! C'est tellement moi! » En tout cas, fait que là, on va présenter ça, c'est vraiment cool pour vrai. Donc, c'est tiré de définition de Clance et Himes, comme quoi les personnes atteintes d'un syndrome de l'imposteur vont manifester 4 types de comportements. Donc, on les a un petit peu travaillés pour que ça s'applique par rapport aux compétences physiques et non aux compétences intellectuelles. Fait que la première caractéristique, ça serait d'avoir une tendance à avoir un travail acharné, travailler de façon excessive par peur d'être perçu comme un imposteur. Fait que là, c'est une anxiété qui s'installe puis qui mène à une surcharge de travail qui va être reconnue par les autres, mais même la personne va sentir qu'elle mérite pas cette reconnaissance-là. Fait que là, ça déclenche un cycle sans fin où elle va continuer de travailler excessivement puis ne pas accepter la reconnaissance, etc., etc. Fait que dans le fond, je le résumerais comme ça, cette personne-là va surtravailler. Puis même si elle se fait dire que c'est assez ou que c'est trop ou que c'est bien, cette personne-là va être comme non, c'est pas assez ou va pas reconnaître que c'est bien le travail qu'elle a fait. Fait que la personne va avoir tendance à encore plus travailler. Donc, surtravailler pour prouver pour contrebalancer en fait justement ce sentiment d'imposture-là. Ça, c'est le genre de personne, le genre d'athlète. La façon comment ça peut se manifester, en fait, ça va être l'athlète qui fait tout le temps une sortie de plus ou qui a tout le temps dans son plan 1,5, 1 kilomètre de plus dans sa sortie ou bien, tu dit, OK, cours cette sortie-là à 6 minutes du kilomètre, elle va avoir couru à 5,45. Tu sais, qui va tout le temps en faire un petit peu plus par peur de, ça sera pas suffisant, je serai pas à la hauteur, tu sais. Puis quand la personne fait ça, il y a bien plus de risque de saboter son entraînement. Tu risques de te blesser first. Après ça, tu peux tomber en surentraînement. Après ça, on l'a dit, ça sert à rien de courir à des vitesses de fou. T'es aussi bien de courir à un pace plus lent, travailler son endurance. Fait que finalement, tu viens t'auto-saboter à travailler plus pour venir compenser ton sentiment d'imposture, mais qui est pas là parce que tu cours, tu l'as, tu réussis, là, tu le fais. Je sais pas, puis tu sauras me le dire, ça rentre juste dans la confiance ou c'est pile dans ça, mais j'ai souvent vu des gens dans des entraînements, souvent plus dans de longues distances, là, on va dire demi-marathon et au-delà, d'aller faire justement une longue de plus que par rapport au plan. Puis c'est tellement fréquent que c'est fatal, puis que ça génère une blessure ou que ça génère une contre-performance rendue à l'événement parce qu'elle était pas nécessaire, celle-là. Mm-hmm. Puis elle a été faite justement, je pense que je n'ai pas fait assez encore. Ouais. Je suis pas sûr. Ouais. Ah oui, vraiment. Puis ça peut être une bad luck qui se produit là parce que t'es en fatigue, puis ta semaine de récup, t'en avais vraiment besoin. Ou ça peut être juste du surentraînement. Tu tombes en volume excessif, puis encore une fois, blessure, ou t'as pas assez de repos entre les deux par après, parce que lui aussi est calculé, là. Oui. Puis tu sais, mettons, ce sentiment-là, comme j'ai dit tantôt, ça peut se transposer dans différents aspects de sa vie. Mettons que quelqu'un est comme ça à son travail, là, c'est une tâche intellectuelle. Tu as un patron, tu vas travailler, tu vas te surcharger. Ça va être à long terme que oui, tu peux t'épuiser, mais OK, oui, tu pourrais faire des erreurs parce que tu es fatigué. C'est juste à la course à pied, comme tu viens de dire, ta sortie peut te scraper au complet, là. Ça peut casser complètement, tu sais. Fait que c'est juste une piste de réflexion. Travail acharné, ça peut être une façon que ça se manifeste chez quelqu'un, un sentiment d'imposture un peu trop élevé. Le deuxième comportement qui est documenté dans le syndrome d'imposteur, c'est le port d'un masque. Donc, se cacher derrière ses véritables désirs, compétences, opinions, sentiments, en disant que ce que les autres veulent entendre, c'est pour éviter d'être critiqué, puis minimiser même ses capacités pour maintenir l'illusion de
d'être apprécié, puis empêcher d'être confronté à justement au sentiment d'imposture. Fait que ça pourrait-tu ressembler à quelqu'un qui va courir en groupe puis qui va toujours un peu courir à la vitesse de tout le monde? Cette personne-là, on sait pas à quelle vitesse vraiment elle court. Elle peut courir à 5,30 comme à 7,45. Puis cette personne-là va... Tu sais, il y en a qui disent ça. Ah, moi, c'est pas important la performance. Moi, j'aime mieux, tu sais, supporter les autres. Sauf que, est-ce que c'est pour cacher un... pour être sûr de pas être confronté à soi-même? Tu sais, parce que c'est correct, là, en soi, de courir avec du monde puis, tu sais, courir pour le plaisir. Puis on en parle souvent, là, tu sais, tu le dis, toi, tu sais, dans le fond, quand tu vas courir avec quelqu'un, même si c'est pas ton pays, ça te fait full plaisir, là. C'est pas de se cacher nécessairement derrière un masque à chaque fois, là. Mais ouais, c'est ça. Non, il y a moyen que ce soit vraiment ça, là, le plaisir de courir avec les autres, puis c'est correct, mais je pense qu'on le sent. Tu sais, j'imagine des situations là que j'ai vécues, tu entends la personne, puis tu sens qu'elle essaie un peu de se convaincre, là. Ah non, moi c'est pas important, puis c'est bien correct. Puis, mais tu sens qu'il y a un fond, il y a quelque chose derrière. Mais tu sais, la question, est-ce que cette personne-là, elle les fait ses sorties seule, puis justement, est-ce qu'elle se confronte à elle-même? Je vais la faire, ma sortie à ma vitesse à moi, ou c'est bien plus facile d'aller me coller avec des gens que je sais que ça va être facile, ça va être confortable pour moi, pour éviter de m'infliger ça, puis d'avoir peur peut-être d'échouer. Tu sais, si tu dis, OK, moi, ma vitesse dans ma tête, c'est telle vitesse, puis tu y vas jamais parce que si ça marche pas, ça va te jouer dans la tête. Ouais, c'est ça. Oui. C'est sûr que ça va être confrontant, puis ça va peut-être faire en sorte que tu n'auras pas de plaisir parce que tu es un peu dans une situation d'échec, là. Mais ça dépend aussi c'est quoi ton objectif. Tu sais, si t'as un rêve, mais c'est un peu ça. Tu sais, il y en a qui dans leur choix de carrière, ils ont une carrière de rêve, mais ils vont jamais le faire de leur vie parce que si ça échoue, après ça, ils n'auront plus jamais de rêve. Fait que ça garde comme un peu de l'espoir. Mais tu sais, c'est plate de pas oser y aller juste par peur de se planter, tu sais. Ouais, j'avoue, tu sais, ou justement, je battrais pas mon record trop fort parce qu'après ça, je pourrais plus jamais le battre. Ouais, c'est ça. Mais écoute, je vais te parler d'une situation. Moi, demi-marathon des couleurs l'année passée, clairement, je me suis offert comme pacer pour cette raison-là. J'avais pas envie de gérer ma course puis d'être confronté à ça va être difficile, je vais souffrir un peu parce que j'aurais voulu faire un certain temps. Et puis, à la place, je me suis offert comme pacer. Salut Pascal, tu as été ma bouée. Tu savais pas, mais... T'as sauté sur l'occasion? Ouais. Ou bien tu t'es proposé d'emblée? Ben, en fait, comment ça s'est présenté, c'est que l'organisation cherchait des lapins. Fait que j'ai levé la main, j'ai dit, oh yes, si je vais faire le lapin, j'ai pas besoin de faire ma course. Je vais avoir un temps fixe, puis je vais y aller avec un temps que je suis confortable. Je voulais le faire réussir aux autres. Puis par le temps que je réponde, ben c'était plein. Sauf que dans le groupe où c'était, il y a quelqu'un qui m'a approché, Pascal, qui dit, j'aimerais, si tu veux, tu peux courir avec moi. Moi, j'ai un objectif de tel temps. Fait que si tu veux me le faire, ce serait cool. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, parfait, je vais le faire avec toi. Puis j'ai géré sa course, puis j'ai eu un fun d'en faire, par exemple, à le faire. C'était une expérience très, très, très positive. Mais c'était de la fuite parce que, j'étais inscrit pour aller le faire pour moi. Puis à la base, c'était de la fuite parce que j'avais peur d'échouer, j'avais peur de l'opinion des autres. Je réussissais pas. C'est vraiment ça qui était ma motivation d'aller pacer quelqu'un à la place. Là. C'était conscient? Ah oui, c'était conscient. OK. Ah oui, ça c'était t'a enlevé conscient. une pression, t'as fait, OK, je prends cette décision-là. Ouais. Ça m'enlève le poids que j'ai ses épaules. Et puis le pire, là, écoute, j'ai été en contrôle de la course tout le long et j'étais très, très proche de mon meilleur temps. Là. Fait que c'est pas parce que j'ai pris une vitesse si confortable que ça, beaucoup plus lente pour dire, hey, OK, je vais chiller, pas en tout, là. Mais ça n'a pas paru si exigeant que ça. Fait que soit que, justement, j'aurais pu faire beaucoup mieux, ou que juste le fait que je m'occupais pas de moi-même, ça a enlevé une pression, une souffrance, une douleur, que ça a rendu ça peut-être un peu plus facile. C'est fou parce que c'est juste l'aspect psychologique, en fait, là. Totalement. Ouais. Totalement. Puis à l'inverse, tu m'as vu cette année à ce même événement-là, où j'avais personne à pacer. Je devais aller faire ma course, mon événement, et j'avais envie de battre mon meilleur temps sur demi à cette fois-là. Je suis content, j'ai réussi. Mais le matin, j'étais pas du monde. Là. J'étais pas bien, là. J'étais vraiment pas bien, puis je cherchais une manière de fuir ça. Je savais que je le ferais. Je savais que je fuirais pas. Fondamentalement, je savais que je fuirais pas. Ouais. Mais
écoute, t'aurais pas Ça te tentait pas Ça me tentait de filer pas. l'imposteur, de pas réussir, puis après ça, t'aurais filé l'imposteur, puis là, Ouais. Ça t'inquiétait-tu? Pensais-tu que ça pouvait avoir un impact sur ta course après? Si tu échouais, là, mettons. Échouais, entre guillemets, là, Oui. on va se le dire. Oui. Ben, c'est sûr que ça aurait été une déception. Puis, tu sais, j'ai battu mon temps largement, alors que quand je suis parti, dans ma tête, c'était une possibilité que je batte pas un record cette fois-là. Là. Fait que j'étais complètement à l'autre bout du spectre. Là. Je me disais, ça se peut que je réussisse pas. Mais il semble que oui, je pense que j'ai une meilleure année globale. Mais ouais, mon sommeil était moins bon dans le dernier mois. Ouais, j'ai peut-être été moins structuré sur mes entraînements. Tu sais, j'avais des éléments qui me disaient, ça marchera peut-être pas, là. Alors que ça a marché solide. Ça a très, très bien marché. Mais là, avant, là, j'avais full doute. J'étais vraiment pas bien. Mais après, j'étais tellement bien que j'ai tout oublié. Ouais. Après ouais. ou puis pendant ta course? Ah, pendant, t'as raison. Pendant, ça allait bien. Tu doutais plus. Non, ça n'a pas été long que je doutais plus, par exemple. Okay. Une fois en action, là, une fois parti, c'est OK, je suis en action, on est parti, on va le faire. Une fois dans l'instant présent, on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça d'enjeu. Hein. C'est vraiment un enjeu d'ego avant qui vient nous jouer sur le mental. Ouais, c'était vraiment ça. Tu as réussi à entrer dans le plaisir. Ça aurait pu que tu restes dans ta tête puis que tu n'arrives pas à te décrocher de ça jusqu'à la fin de ta course puis avant de regarder ton temps. Ouais. Ouais, ça aurait été triste. Heureusement, tu es capable d'en sortir. Heureusement. Puis ça n'a pas été long. Effectivement. Je pense que ça m'est arrivé assez souvent, cette situation-là, ce sentiment-là, que je le sais qu'une fois parti, ça va bien aller. Mais là, avant, ce bout-là, je l'ai pas appris encore. Là. Je suis pas capable de me convaincre avant que ça va si bien aller que ça. Mais une fois parti, je tombe rapidement en confiance, par exemple. Heureusement, parce que ce serait vraiment des courses de marde. Ça serait pas plaisant pendant tout. Parce que c'est ça. La veille, quand je me suis couché, puis le matin, je m'aimais pas, là. Ouais. Puis, est-ce que tu t'attribues à tes compétences, ta victoire? Ou t'as tendance à mettre ça, c'est la faute de ci, c'est la faute de ses souliers? Oui. Ben écoute, je l'ai fait. C'est les souliers, mes super souliers. C'était la température qui était idéale. C'était... Ouais, effectivement, j'ai quand même utilisé certains facteurs externes pour expliquer ça parce que j'avais dénoté certains éléments intrinsèques, personnels, qui pouvaient expliquer une contre-performance. Ouais, c'est vrai. Puis, mettons, le fait d'avoir réussi ta course, avoir réussi ton objectif, être passé par-dessus ça, ce sentiment d'imposture-là, c'est suffisant pour ne pas douter de la prochaine course? Non. Ah ouais, ça va recommencer pareil, hein? Ah, je suis sûr que oui. OK. Je suis sûr que oui. Puis, l'autre chose, c'est que, là, je suis pas faire d'orgisme, là, je suis pas si vieux que ça, là, je me sens jeune, mais malgré tout, en vieillissant, ma capacité décroît d'année en année. Je me dis, à un moment donné, ça me joue dans la tête aussi, là. Pas que, puis je le répète, pas que je me sens vieux, je me sens plus en forme que jamais dans toute ma vie. Mais, à un moment donné, il va falloir que je m'attende à plus battre mes temps, là. Parce qu'il y a une limite à la progression que je peux avoir versus ma capacité de base. Il va falloir, à un moment donné, ça va me jouer dans la tête, là, mais il va falloir que je me trouve d'autres choses pour célébrer mes succès. Parce que ce sera plus des temps, là. Effectivement. Mais c'est une façon encore de te protéger, tu sais, cette réflexion-là. Ben oui. Ça arrête plus, ça. Eh oui. Mais c'est drôle, tu sais. Je trouve la raison avant d'échouer, tu sais. Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu ça, le masque, là. Ben oui, clairement. Ouais. Toi, ça t'arrive-tu? Ben, c'est ça. C'est toi qui l'as écrit, là, celle-là, que j'ai trouvé bien drôle. S'occuper des autres pour éviter de s'occuper de soi-même, ben, c'est un petit peu, qu'est-ce que tu parlais, d'être pacer. Puis, j'en ai parlé pour moi, quand je cours avec des gens, le fait d'aider la personne qui est en train d'avoir mal à quelque part, de manquer de jus, de manquer d'eau, d'avoir envie de pipi, fait en sorte que je focus pas sur mes besoins à moi, sur mes limites, puis je passe un moment complètement extraordinaire. Je me remets pas en question parce que je donne de la valeur au fait que je m'occupe de quelqu'un. Ça a tellement de valeur, ça a tellement de poids, puis c'est un peu le point précédent, c'est de courir toujours au pace de quelqu'un. C'est un peu la même chose. Ça a tellement de valeur de rester avec mes partenaires de course
que on s'en fout dans le fond, là. Moi, ma performance ou mon temps ou mon objectif, ou tu sais, à la limite, je me tape sa tête, puis ça serait vraiment égoïste de vouloir faire mon demi-marathon en tant de temps, alors que les autres personnes avec qui je suis supposée courir vont le faire en moins de temps. Tu sais, on se tape sa tête quand ils le font trop vite, on dit hey, je courrais pas assez vite, puis là on se sent imposteur. Mais on va se sentir imposteur aussi, comme d'abandonner les autres. Mais en fait, c'est juste notre propre crainte, là, au final. Oui, puis je me souviens que tu m'avais parlé justement d'un événement à venir où tu disais qu'est-ce que je fais? Je vais-tu avec eux autres? Je le fais tout seul? Ça te faisait peur de le faire tout seul aussi, là? Justement parce que dans des moments de doute, j'aurais personne à m'occuper, puis je vais être tout seul avec moi-même. Même avant de le faire, puis ça serait peut-être jamais matérialisé, ça. Là. Ouais. Puis ça, as-tu des moyens de le contrer? Écoute, c'est comme un peu la première fois là que je me positionne avec mon sentiment d'imposture par rapport au fait que j'aide les autres, là. Tu sais, pour moi, c'est de l'ego, c'est tellement de l'ego, parce que c'est beau, ça. Écoute, il va falloir que je réfléchisse à ça. Peut-être qu'il viendra des pistes avant la fin de l'épisode. Sinon, il reviendra, je t'oublierai pas. C'est bon. Il y a aussi un aspect que les auteurs mentionnent où les personnes qui se sentent imposteurs vont rechercher de la validation. Ils vont rechercher de l'approbation de la part des autres, puis attribuer leur succès à des facteurs extérieurs, un peu comme tes souliers de course qui t'ont permis de battre ton temps au demi, plutôt que de se baser sur ses propres capacités, ses propres compétences. Ça laisse la personne dans le doute par rapport à sa valeur réelle, puis ça renforce encore le besoin de validation. Puis c'est encore une roue qui tourne. Ça, généralement, tu sais, moi, de la manière que je le perçois, c'est qu'on se dévalue énormément quand on est là. Puis là, c'est d'aller chercher l'opinion de quelqu'un pour venir un peu contrebalancer l'opinion négative qu'on a. Ah, OK, ouais, non, mais c'est correct. C'est quelqu'un me l'a dit, ah, ben c'est correct. C'est-tu des encouragements en ligne sur Strava ou whatever? C'est-tu ton ami qui dit, hey, wow, c'est bon ton temps, finalement? Ouais, c'est correct. Tu sais, on dit, ouais, c'est moyen, tu sais. Puis que l'autre s'émerveille. Mais moi, ce que je sens quand ça arrive, c'est que c'est comme... C'est un jeu à somme nulle, là. C'est comme si toi, tu te mets en négatif, tu te perçois négativement, tu vas chercher une validation externe, mais elle t'amène pas nécessairement quelque chose de positif. Elle t'amène juste à neutre. Elle te ramène à une situation neutre. Fait que c'est pas un commentaire positif comme ça. Il vient pas te réconforter tant que ça. Non. Quand t'es dans une situation comme ça que tu te sens imposteur. C'est pas comme, hey, ouais, t'as raison, hein? Ah, oui, ouais. Puis là, tu te sens, non. Mais moi, je le file pas comme ça. Quand je suis dans cette situation-là puis que je cherche la validation externe, là, c'est vraiment que j'ai une vision un peu plus négative de ce que j'ai fait ou de ce que je suis. Puis la validation va me ramener un peu plus neutre, un peu plus réaliste, mettons. Mais ça m'amène pas tant dans le positif, là. Ça me galvanise pas pour la suite, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, au final, là, je vais essayer d'aller quelque part, là, suis-moi. C'est pas pertinent. Autant que c'est pas pertinent de se dire, ouais, ben non, tu sais, c'était bien normal, là, c'était bien correct comme temps. Ouais, non, mais tu sais, j'avais le vent dans le dos, tu sais. C'est autant peu pertinent, ça, que, hey, wow, c'était vraiment hot, t'es donc ben bon, hey, t'es le meilleur, hey, mais tu cours donc bien vite. Comprends-tu? Le fait que t'aies couru, mettons, on s'en fout du temps, mettons que t'aies couru ton demi-marathon, t'es pas une marde, puis t'avais pas les compétences, puis t'avais le vent dans le dos. T'es pas non plus super hot, wow, tu sais, oui, c'est cool, mais je veux dire, t'as travaillé, tu t'es entraîné, puis t'as couru pendant 21,1 km. Tu sais, de façon neutre, t'as couru ça. Puis si on rajoute un temps, t'as couru 21,1 km en temps de temps. C'est neutre, là, tu sais, mais très neutre. On a besoin de se taper sa tête, on a besoin d'être bon, on a besoin de pas trop être bon, on veut garder nos amis, mais au final, cette validation-là positive est complètement inutile, tout comme les commentaires négatifs qu'on s'inflige. Puis t'imagines-tu si t'es dans ce sentiment-là, que tu cherches la validation, puis qu'elle vient pas, à quel point ça peut être destructeur? Puis ça change absolument rien. C'est juste dans notre tête, là, ouais. Parce que tu t'es entraîné, puis t'es capable autant que si t'as pas eu aucun commentaire positif. Effectivement. T'as les mêmes capacités. Tu sais, si tu viens me voir, puis tu dis, ouais, mais ça a mal été, puis tu dis, ah, ben oui, hein, c'est vrai. Et OK. Super.
Mais c'est ça. Mais tu t'as nommé, puis je trouve ça... je l'avais déjà entendu, ça, je me souviens plus. Je pense que c'était Nathalie Bisson du Pace du Bonheur qui disait ça, quand elle se faisait demander hey, puis, qu'est-ce que t'as couru, ou tu l'as couru en combien? Elle dit, ben, en 21.1. Je trouve que c'est tellement la meilleure réponse, là. Oui, je l'ai faite. Puis comment ça se manifeste autrement, ce besoin de validation-là? Souvent, les personnes qui sont à la recherche vont justement porter leur attention davantage sur les commentaires qui sont négatifs, puis les prendre pour du cash. Tu sais, quand tu doutes sur toi-même, tu portes ton attention sur tout ce qui renforce ton doute, puis tu portes pas ton attention sur ce qui est positif, sur ce qui va bien. Peut-être le pouce que quelqu'un t'a fait que t'as pas vu parce que c'est ça, t'es tellement focus dans ta tête. Tu fais juste te rappeler de la personne à côté de toi puis qui était comme juste jalouse, puis t'es sûr que t'es prête pour ta course. Puis là, tu fais « tu focus là-dessus. Hey, je suis prête. » Tu parles de pouce, puis je fais un petit aparté, là. Puis je sais pas si t'as déjà vécu ça. Moi, quand je reçois mon rapport de Strava mensuel, ça me dit le nombre de kudos que j'ai reçus puis le nombre que j'ai donné. Hey, je suis cheap en tabarnouche. J'en reçois bien plus que j'en donne. Mais sachez que quand j'en donne un, ceux qui en reçoivent de ma part, moi je les donne avec intention. Je suis pas le genre qui défile mon fil puis clic, je fais des pouces. Tu sais, je vais le faire. Ah ouais, cool. Puis j'aime valoriser ce qui est pas juste ce qui est exceptionnel, disons. Tu sais, je vais voir quelqu'un, un coureur que je vois tout le temps, je vais, il est allé marcher. C'est cool, ça. Bravo. Tu sais, bravo d'être allé marcher. Puis, je l'écris pas, tu sais, je fais pas un commentaire, là. Mais j'ai toujours une intention quand je le fais. Puis si je n'ai pas, ben, c'est que je passe mon tour. Je le mets pas. Mais je sais qu'il y en a dans mon fil, là, qui vont mettre un pouce sur tout ce que je fais, là. Puis j'en ai que c'est dans les premières secondes. Je sais pas s'ils ont des pop-up qui vont j'étais allé courir, des fois c'est étonnant, là. Mais j'ai du monde qui vont mettre un pouce sur toutes mes courses, là. Fait que j'en reçois énormément, mais j'en donne pas. Bon, je devrais-tu en donner plus? J'en reçois-tu trop? Je mérite tout ça. Je tombe d'une petite spin, là, mais c'est pas super utile, là. Mais mettons, là, le pouce que tu mets justement sur le coureur qui est allé marcher, mais t'écris rien, lui, il sait pas. Puis toi, la quantité de pouces que t'as, ça change fuck all à tes compétences? Non. À quoi qu'ils servent, les pouces, tu sais? À part jouer dans la tête du monde, mettons, là. C'est une très bonne question. Pour vrai, là, je ne savais pas qu'on avait un rapport de combien de pouces on a donné puis qu'on a reçu, là. Moi, à un moment donné, des fois, c'est ça que je fais. Je rouvre Strava, puis là, je check une de mes sorties ou je change le titre, des fois. Puis là, je me rends compte que j'ai eu des coups d'eau. Puis là, je fais comme, je pourrais donner une coupe de coups d'eau. Fait que là, je scroll pendant 1 minute, je mets les coups d'eau à toutes les sorties. Fait que ça veut dire fuck off. Non, ça me trouble un petit peu. Aïe, aïe, OK. T'as-tu des notifications, Strava? Oui. Quand tu reçois des pouces? Oui. Oh. Oui. OK. Ouais, puis là, c'est oui, avec le nombre que c'est rendu, puis ouais. Ouais. Ça aussi, ça peut jouer dans la tête. Puis pourtant. Pour vrai, là, moi, mettons, là, on est en train de l'enregistrer, l'épisode, mais il va être en ligne. Fait que les gens qui vont écouter ça, ils vont dire, ben voyons, Coach Bill qui a un sentiment d'imposteur. Ah oui? Oh oui. C'est fou, hein? Oui. Comme, je vais dire comme athlète puis comme coach, hein. Tu sais, si on peut aller là aussi, là. Comme coach, fois 1000, là. Puis pourtant, t'es tellement bon. T'as pas la connaissance, puis t'arrives bien à expliquer, puis à verbaliser aux gens ce que tu veux leur expliquer. Mais écoute, je vais être très, très, très transparent, mais il y a été un temps où je coachais 2-3 fois semaine, mettons, là. Et puis, tu sais, je me faisais un point d'honneur d'amener toujours de la valeur. Je veux avoir quelque chose à dire. Que ce soit, des fois, c'était un micro-concept que j'expliquais. Des fois, c'était une capsule un petit peu plus élaborée. Et puis, il y a des fois que je trouvais mon sujet en m'en allant là-bas, là, littéralement. Là. Puis, tu sais, je fonctionne relativement bien sous pression. Puis, quand j'avais la chance d'y aller à la course, c'était encore plus bénéfique pour la création puis avoir créativité, des meilleures idées. Ça m'est arrivé j'écoutais un podcast, entre autres. J'écoutais un podcast qui était pas sur la course de Coach Frank, puis qui avait nommé un concept. Je fais comme, hey, c'est tellement ça que je vais lui parler à soir, puis je vais l'appliquer comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Puis je fais comme,
alright, là, le reste de ma course était beaucoup plus léger. Tu sais, je pouvais laisser tomber tout le cérébral, mais je fonctionne super bien, comme je disais, sous pression et en plus en course. Mais ça m'est arrivé très, très fréquemment là, de trouver ça à quelques minutes d'avis, puis je me disais, hey, je suis bien pas bon, j'ai rien à dire, tu sais, j'ai rien à vous apporter, puis là, je commençais à tomber un peu dans une spin, justement, de remettre en doute mes compétences de coach. Puis tu dis, hey, arrête ça, là, ça donne rien, là. Ouais, calme-toi, puis tu vas trouver quelque chose, ça va bien aller. Puis même, on en a déjà parlé dans un autre contexte où on suivait des athlètes, toi et moi, ensemble, puis qu'on se disait, qu'est-ce qu'on fait avec lui ou avec elle? Elle sait pas. Mais on va essayer quelque chose, puis quand on va y dire, on va arriver avec confiance, puis on va avancer, puis on va le surveiller, puis ça va être sécuritaire. Tu sais, c'est pas... C'est un point de départ, là. Il y a la possibilité de le modifier au besoin, là. Exact. Non, tu sais, je veux pas que les gens entendent qu'on fait n'importe quoi. C'est pas ça. On brasse un dé. OK, c'est un dé. Ça va être ça aujourd'hui. Mais non, c'est ça. C'est pas que c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on est 100% sûr de l'issue de ce qu'on a programmé à quelqu'un, de ce que ça va être quoi l'issue, puis qu'est-ce que ça va donner, ça va générer? Pas en tout. Tu sais, c'est un peu, il faut faire confiance à notre athlète aussi, puis ça va dépendre comment il l'exécute, dans quelle disposition il est rendu, surtout quand tu traites avec quelqu'un qui a une condition ou une blessure. On fait des essais, là. Ouais. Mais faut que tu laisses la personne en confiance. Fait qu'il faut que t'aies l'air très confiant. Tu sais, le plan, on le sait, il fait du sens, on réfléchit, on dit pas n'importe quoi, mais tu sais qu'il y a une bonne proportion de doute, puis je pense qu'elle est saine, cette proportion-là, parce que s'il n'y en avait pas, ça serait quasiment dangereux. Tu sais, il faut se remettre en question, je pense, puis il faut continuer d'être en apprentissage, en autocritique. Mais c'est dans ces moments-là que je me sentais des fois solide imposteur, là. Mais c'est fou parce que ça ramène à la caractéristique où la personne va porter un masque, cacher ses véritables désirs, ses compétences, ses opinions, ses sentiments, pour pas faire face justement à une critique, mais une critique qui serait probablement pas venue, tu sais. Je veux dire, on le dit humblement, là, tu sais, dans le micro, puis le monde ne va pas faire comme « Ah, ce petit coach de merde », tu sais. Mais non, ça arrive. Des fois, on est un peu pris devant... Ah, il y a comme pas vraiment de porte de sortie, puis on n'a pas le choix, faut essayer quelque chose, parce que la personne veut courir. Fait que c'est ça. Puis de l'autre côté, tu sais, là, on parle de, mettons, un coureur, sa performance en course, mais tu sais, le coach aussi, il se mesure à sa performance. Si, mettons, mes athlètes réussissaient jamais, c'est peut-être mes plans qui sont pas bons, là. Tu sais, si, OK, je veux courir mon 10 km à tel événement, ou puis là, personne n'y arrive jamais. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est une crainte dans le coaching. Je veux que mon athlète réussisse, puis en plus, tu as un pouvoir limité sur ce qui va se passer. Est-ce que la personne va bien l'exécuter? Est-ce que j'y ai donné la bonne affaire? Est-ce que je réajuste bien comme il faut? Est-ce que tout ce qui est autour, cette personne-là le fait comme il faut? Il y a un gros bout où on n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe. Il y a l'implication de l'athlète aussi. C'est ça. Toutes les personnes sont vraiment désintéressées, là. Absolument. Mais on se juge nous-mêmes par rapport à ça, parce qu'on va regarder le résultat de la personne. C'est ça. Puis on va l'appliquer sur à nous, on dit, ben, OK, c'est moi qui ai généré ça. Ouais, mais pas 100%, là. Ben non, c'est ça. La conséquence n'a pas rapport avec la cause, là, tu sais. Directement, on n'est pas une moins bonne personne parce que, justement, on n'a pas le résultat, là. Oui, exact. Vraiment. Ouais, ça, comme coach, je l'ai vécu solide, là, le sentiment d'imposteur. Puis dans cet aspect-là, la recherche de validation, ça va être... j'ai en tête des athlètes qui vont... peut-être un peu négatif, un peu triste, un peu lourd, qui va arriver. C'est comme, j'ai pas bien dormi, j'ai pas assez mangé, mais ça me fait frette, j'aurais dû mettre mon chandail, tu sais, je me suis, tu sais, en tout cas, c'est qu'ils vont avoir un peu un discours comme ça négatif pour aller chercher justement cette validation-là. C'est pas conscient, là, c'est pas du tout conscient. La personne veut entendre, ben non, allez, tu vas être prête, tu sais, c'est un peu, c'est ça, la personne cherche à être motivée ou se faire démontrer par quelqu'un d'autre qu'elle va être capable parce qu'elle a tellement de doutes envers elle-même, envers ses capacités. Je sais pas à quelle place on peut le mettre, là, si c'est dans le besoin de validation là, par rapport au fait qu'est-ce que les autres vont dire, mais le fait qu'on s'autorise pas de marcher pendant une course, tu sais. Comme quoi la course a moins de valeur parce que tu as marché pendant 1 minute pendant ta course. Ou, pas moins de valeur, elle compte plus. Ah ouais, clairement, non, elle compte fini. plus. C'est plus une course. Ouais, c'est ça. T'as pas fait 21 km. Mais non, t'as marché 4 pas. Mais c'est encore une fois par rapport à la vision des autres pour besoin de validation. Puis, tu sais, ce travail rentre vraiment là-dedans. Là. Terrible. Ouais.
Mais je savais pas que tu avais autant de pression par rapport à Strava. Quand même, ouais. Ouais. Puis, en plus, dans Strava, tu sais, je me suis rentré des objectifs de kilométrage hebdomadaire, mensuel, annuel. Puis ils sont là, sont écrits. Là. Quand, Les gens le voient? Ben oui, c'est ça. Dans la sortie que je vais remplir mon objectif hebdomadaire, par exemple, ça va être écrit. Là. Billy a réussi son objectif hebdomadaire. Puis ça l'écrit sous ma sortie. Mais dans les faits, je le sais que les gens ils vont pas. Hey, j'ai pas vu passer qu'il avait réussi sa semaine. Non, ça n'a pas rapport. Mais moi, je le sais. Là. D'accord, oui, il me joue dans la tête. Ah, toi, ouais. tu regardes-tu les autres coureurs, mettons, avec leur objectif comme ça, là? Pas en tout. Ah, OK. Pas du tout. C'est ça. On se concentre beaucoup sur qu'est-ce que les gens vont penser de nous-mêmes, puis... alors que ça a de la valeur pour moi, ces chiffres-là. J'aime ça, ces objectifs-là, puis ces métriques-là. Ouais. Puis 0-0, je regarde sur les autres. Là. Mais ouais. Hey, je vais pas tomber là-dedans, par exemple. Je vais pas mettre à regarder ça. Pour vrai, là, je vais virer folle. J'ai d'autres chats à fouetter. Ouais, c'est ça. Après ça, comme autre point, il y avait l'évitement de la confiance en soi. Avoir une attitude modeste. Éviter de montrer de la confiance en soi pour prévenir toute remise en question de ses capacités par les autres personnes. Quelque chose qui est imaginaire, hein, évidemment. Mm-hmm. Ce qui permet d'éviter les confrontations puis de protéger sa dignité. Un exemple, être modeste sur son temps pour une course ou pas vouloir nommer ses objectifs pour pas risquer de perdre la face. Pourquoi encore moi, là? Ben oui, c'est facile, je te l'ai dit, c'est facile de parler des autres. Oui, c'est ça. Je me sens concerné encore une fois. Oui, coupable. Je les nomme pas, mes objectifs, c'est vrai. Puis c'est ça. C'est carrément ça. Parce que une fois nommé, je me dis, OK, là, il faut que je le remplisse. Parce que je l'ai dit, les autres le savent. Si je le fais pas, les autres vont savoir que j'ai pas réussi. Ça me fait que souvent, je les dis pas. Ça me parle. Ou je vais les dire à la dernière minute. Des fois. Fait qu'il y a peu de personnes qui vont être témoins. C'est ça. Tu dis ça te parle parce que? Ben, parce qu'en fait, quand on a enregistré l'épisode des questions, je réponds que je parle de ma préparation physique, puis j'ai été une semaine à pratiquement pas courir, puis là, à ce moment-là, j'avais des fourmis des jambes, je me sentais solide, je me sentais forte, j'étais confiante au bout pour mon demi. J'avais espoir de battre mon temps parce que ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait, puis c'était mes 2 demi-marathons que j'avais faits, c'était au début que j'avais commencé à courir. Puis finalement, ça a vraiment mal été. Sauf que j'ai dit dans le micro, « Hey, je me sens solide, ça va bien aller, mais ça a été une course de marde. » Mais là, je suis confrontée à... J'ai dit que ça irait bien, mais le monde m'a entendu. Puis là, ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont dire, « OK, coach disait, elle est pas si hot que ça, tu sais, puis bon, blablabla. Bla. » Fait qu'avoir su, je me serais fermé à la trappe, puis j'aurais pas été en confiance, j'aurais pas eu la confiance en moi en parlant, tu sais. C'est comme l'effet inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben justement, là, tu tombes dedans. Je vais éviter de démontrer de la confiance parce que d'un coup que ça va mal. Ben c'est ça. La prochaine fois, c'est ça, je vais me garder une petite gêne. Ça peut être une façon de manifester ça aussi, l'évitement de la confiance en soi, c'est de vouloir abandonner. Tant qu'être mal parti, fuck off. Tu sais, comme quand on joue aux jeux vidéo, Star Select, on sort du tableau puis on recommence parce que ça n'a pas bien été. Là. Alors qu'il y avait encore de l'espoir, là. Ouais, mais tu sais, là, on s'en fout, là, mettons, aux jeux vidéo, mais tu sais, en course à pied, c'est comme, tu dis, bon, ben, je vais faire tel temps, puis plutôt que d'arriver, je sais pas, moi, 1 minute en bas de ton temps, tu t'étais dit, tu fais, bon, je vais vraiment y aller mollo, puis tu vas... À la limite, tu vas faire des boucles, tu vas te mettre à parler avec du monde, puis c'est ça. Ou t'arrêtes carrément, là, mais tu sais, tu vas complètement saboter pour que ça soit vraiment saboté, puis à la limite, justifier, dire, bah, dans le fond, je t'ai arrêté, j'ai attaché mon soulier, je filais pas bien, ou bien j'ai aidé quelqu'un. OK, mais tu aurais pu quand même faire de ton mieux avec le départ de marde. Tu sais, il faisait partie de cette course-là. Elle en valait pas moins la peine. T'es pas moins un bon coureur parce que t'as fait 10 secondes en haut de ton temps que tu t'es établi. Là. Totalement. Totalement. Puis c'est vrai que quand tu pars et que ça va pas comme tu veux, c'est tough à ramener, par exemple. Faut vraiment se parler, là. Ouais. Faut vraiment se parler. Moi,
C'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup les courses en split négatif, parce que j'ai beaucoup de confiance quand je le fais comme ça. Ouais. Je pars avec une marge de manœuvre devant moi, puis qu'elle soit nécessaire ou pas au niveau physique, au niveau mental, elle me fait beaucoup de bien. Je sais pas si ça pourrait rentrer là-dedans, mais tu vois, il y a des personnes qui veulent être validées, oui, mais par des personnes que eux-mêmes valorisent, tu sais. Si c'est monsieur, madame, tout le monde, il fait hey, félicitations pour ta course, tu sais, mettons la petite madame, là. Ouais. Félicitations pour ton 5 km. Ouais, c'est comme pas important. Mais que Coach Bill arrive, fait hey, félicitations pour ton 5 km. Ah, OK, là, ça a de la valeur. Là, j'ai de la valeur parce que cette personne-là m'a reconnu, tu sais. Ouais. Fait Okay. que, tu sais, tes coups d'eau ont peut-être plus de valeur que le coup d'eau de quelqu'un que tu connais pas, mettons. T'sais. Que je connais pas, c'est ça. Ou que, ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Ouais, ça fait du sens. On pourrait parler de différentes situations où que, justement, on peut se sentir imposteur, puis quelle façon ça se présente? Bien sûr. Je dirais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se gêner de se joindre à un groupe de gens parce qu'ils se sentent pas assez bons, parce qu'ils ont peur. Ouais. Que ce soit dans un groupe, un club organisé, ou hey, combien de fois j'ai entendu ça? Hey, je m'inscrirais dans ton groupe, mais je suis pas encore assez bon. Qu'est-ce que tu veux dire? T'sais, le but, c'est de t'aider à partir, puis à bien partir. Ouais, mais je vais attendre d'être assez bon. OK, mais t'es un coureur débutant. Ouais. T'sais, je m'attends pas. Personne ne s'attend à ce que ce soit toi qui amène de la théorie. On est là pour ça. C'est l'inverse, là. T'as pas à te sentir imposteur, devenir là, c'est à ça que ça sert directement. Effectivement. Mais je l'ai tellement entendu souvent, celle-là. Là. Même pour avoir un coach. Tu sais, Ouais. mais je suis pas assez bon, je cours pas assez pour avoir un coach. Je mérite pas ça. C'est maintenant. C'est là que ça a le plus de valeur. Ouais. Ouais. Ça, ou même juste joindre un groupe d'amis. Là. Ah, j'aurais pas assez vite pour vous autres. Ouais. Ça, on l'a dit 1000 fois. Là. Il y en a plusieurs qui vont se retirer puis qui vont justement choquer à cause de ça. Ouais. C'est plate parce que tu te prives toi-même. C'est toi-même que tu punis parce que les autres, il n'y en a pas de conséquences. Là. Puis, tu sais, 3/4 du temps, les gens pensent pas ça. Les gens ont envie que tu sois là. Je serais même s'inscrire dans un événement. Effectivement. Les premiers. Ouh là là. La chienne, hein? Moi, je salue mon ami Pierre qui m'avait amené à la course du Trou du Diable la première fois. Je dis, ben non, je vais pas là. Je suis pas encore vraiment un coureur. Là. Hein? Ah, mais tu es capable de courir 5 km? Ben, sûrement, là, mais là, pas dans une course qu'on paye. Non, j'ai pas d'affaires là. Je suis pas un athlète. Là. Ah non, on vient, triper ma vie. C'est fou. Mais là, avant, que je me sentais pas à ma place. On s'imagine quelque chose, puis finalement, c'est ça. C'est juste un événement où il y a plusieurs coureurs qui vont avoir un super beau moment. Puis ça m'avait fasciné, justement, où l'aspect communautaire existe beaucoup en course. Ça existe dans plein de sports, mais moi, j'ai découvert ça en course où ça a l'air inaccessible, puis tu penses que tu vas te faire un peu regarder de haut, alors qu'au contraire, il y a des coureurs de très haut niveau, ceux qui finissent premiers, souvent, on les voit repartir, encourager les gens, puis c'est au contraire, ils sont fiers de voir des gens qui sont des adeptes de leur sport, puis qui s'impliquent, puis qui veulent juste se développer. C'est l'inverse. Là. Puis c'est reconnu l'effort, justement. Tu sais, quand t'es rendu un athlète, t'es avancé, bon, tu travailles fort, puis oui, il y a de l'investissement, il y a de l'engagement, mais le début est vraiment exigeant, là. Tu sais, le moment où tu t'arraches les poumons, puis c'est à la limite, quand tu as un surplus de poids, le poids que tu as à perdre, les impacts sur les articulations, le changement de routine, le changement que tu dois t'infliger dans ta vie, te lever beaucoup plus tôt que d'habitude, tout changer ça, c'est lourd, on le sait. Puis justement, c'est ça. Les gens vont être encouragés pendant ces sorties, pendant ces courses-là, ces événements-là. Puis ça revient exactement à ce que tu disais tantôt, tu sais, qu'un coureur t'encourage, un coureur que, même si tu le connais pas, tu vois, lui il est bon, il m'a tapé dans la main. Wow! Tu sais, ça a de la valeur, là. Ça a vraiment de la valeur. Ça me fait penser, justement, je voulais en parler tantôt dans la caractéristique ou le besoin de validation. Là où je disais, autant la validation positive que la validation négative est inutile. Ça change aucunement les compétences que tu as. Mais un type de validation que j'ai vraiment apprécié, puis justement, c'est quand j'étais coach, puis je me sentais aussi vraiment, quand j'étais coach, le 10 ans, là, quand j'étais kin, je me sentais vraiment imposteur parce que bon,
ma condition physique se détériorait, j'étais en surentraînement moi-même, j'avais recommencé à fumer, ça allait pas bien dans ma vie, il y avait plein d'affaires, puis je me sentais plus... C'est comme si je n'aurais plus mes connaissances, mes compétences, mes capacités, puis bon, je me sentais imposteur. Et puis, plusieurs années plus tard, une personne qui s'entraînait avec moi est venue me voir, puis elle m'a dit « Hey, merci de ce que tu fais. Merci de donner ton temps, ton énergie, de travailler à ce que des personnes qui désirent se mettre en forme ou remettre en forme puissent le faire. On le sait, c'est des horaires pas possibles, c'est souvent le soir, c'est souvent la fin de semaine. Vous êtes sollicité par des messages un peu n'importe quand. Vous essayez de vous accommoder aux blessures, aux enjeux d'horaire, peu importe. Mais merci de le faire parce que ça change des vies. En tout cas, moi, ça a changé ma vie. Puis ce type de validation-là, où ce que la personne parle d'elle-même, elle n'a pas parlé que j'étais bonne ou que j'étais pas bonne. Elle n'a pas parlé que je courais bien ou que je courais pas bien, que je courais vite ou que je courais pas vite. Elle parlait de elle-même, l'impact que j'ai eu sur elle. Fait que c'est plus le genre de validation qu'on devrait aller chercher, juste connaître ce qui se passe chez l'autre personne, en fait. Mais que ça change pas la vision qu'on ait de nous-mêmes là, sur nos capacités ou nos compétences, en fait. Ça change absolument rien. Donc, ça m'a fait penser à ça, ce que tu as dit. Intéressant. Le sentiment d'imposteur aussi va se manifester quand on est blessé. Alors, on a parlé un petit peu, tu sais. Quand est-ce qu'on arrête d'être un coureur, puis pendant le retour aussi, après la blessure, parce que quand je fais mes 5 fois 1 minute pour voir si je suis correct pour recommencer à courir, on dirait que on se sent pas légitime, comme coureur légitime, puis à la limite, moi, ça va être à ce moment-là que je vais me priver d'aller courir avec mes chums ou d'aller courir dans des événements parce que c'est comme, ouais, non, je vais pas impliquer ça à personne, mais une sortie de course, tu sais, comme si ça comptait pas. On les mettra même pas sur Strava. C'est pas vrai, je ferai plus jamais ça pour mettre une course sur Strava. Ça compte. Ça compte certain. Puis quand tu demandes à un coureur, « Hey, oui, toi, j'ai su que tu courais. » Puis que là, la personne, justement, est arrêtée pour une blessure. Le sentiment de, je sais pas, c'est honte, culpabilité, là, de « Ouais, mais là, je suis blessé. » Puis, ouais, mais c'est pas besoin grave. De se justifier. Oui. Ouais. Oui, ouais, mais sens-toi pas comme ça. Inflige-toi pas ce sentiment-là. Là. Tu sais, c'est arrivé, c'est une condition. T'sais, on va revenir à ce qu'on a dit au début. C'est quoi ton intention? T'es-tu dans un cheminement de réintégrer la course, même si c'est sur un horizon d'assez long terme? T'es encore là-dedans, t'es encore en démarche. C'est parfait, puis c'est correct. T'as pas à te sentir mal de pas courir ici maintenant. Puis c'est arrivé avec quelques-uns de nos invités qu'ils savaient qu'on allait demander « As-tu couru cette semaine? » Ouais, mais là, je vais te dire non. Ben, c'est parfait. On va en jaser. On va y aller là-dedans. Fait que ça me faisait sourire. Surtout, j'ai souvenir la première fois que c'est arrivé. Puis, on fera pas sentir l'invité cheap de pas avoir couru, là. Mais non. c'est parfait. Puis, on va en parler de ça. Puis, c'est bien correct. Ouais. Puis, t'as parlé, tu sais, quand on est en retour, je vais aller faire mon 5 fois 1. J'oserais dire, pour la plupart des gens, c'est pas une réintégration qu'on fait. On va se tester. Je suis encore capable. Je vais être capable de faire mon 5 fois 1. J'ai peur de pas le réussir. Fait que c'est pas une démarche positive de bon, je vais y aller mollo, on va repartir, ça va bien aller, je vais suivre mon programme. On voudrait tout partir, je vais tester 20 minutes. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit non, ça marchera pas. Vas-y plus mollo, tu vas te blesser. Ouais, ok, c'est correct. Je vais le faire, ce que tu me dis, je vais le tester 5 fois 1, mais en tout cas, moi, je marche de même. Quand je fais une sortie après un inconfort, une blessure ou quelque chose du genre qui m'a arrêté quelques jours, c'est pas une sortie d'intégration que je fais. C'est une sortie où je me teste moi-même puis je te dirais que ça a l'intérêt à marcher. Parce que sinon, je filerais pas bien, là. Ah, c'est ça. Fait qu'imagine quand ça s'étire dans le temps puis là, tu réessayes, ça fonctionne pas, tu réarrêtes. Tu réessayes, ça fonctionne pas, tu réarrêtes. Ou quand t'as un objectif je sais pas moi, d'une distance, puis à toutes les fois que ton événement arrive, tu te blesses. Ça fait 3 fois que tu le reportes. À un moment donné, tu fais comme, OK, ben tu sais, ça te joue dans la tête, là. Je le mérite pas. Ouais. Non, mais non. Ah, tellement. On pourrait apporter quelques pistes de solutions. Comment on fait pour
peut-être pas pour le vaincre, le syndrome d'imposteur, mais au minimum, d'en prendre conscience, puis avoir des idées quand on en prend conscience. Ah, OK, ben, je pourrais essayer d'appliquer ça au moment où ça se passe ou pour les prévenir. Écoute, juste dans la prise de conscience, je reviens sur mon expérience au demi-marathon récemment cet automne, où c'est toi qui m'as dit « Oh, t'as peur! » Oui! C'est ça qui se passe. J'ai peur de pas réussir. Mais une fois nommé, déjà, c'est vrai que c'était moins pire. Fait que OK, c'est juste ça. C'est-tu grave? Non. Mettons que je réussis pas. Qu'est-ce qui va arriver de pire? À rien pantoute. Ouais. OK, je vais aller m'amuser. Puis le fait de le nommer, de pas juste rester dans sa tête puis de faire grossir le monstre, là, tu sais. Au final, on le nomme puis on dirait que c'est toujours moins pire quand les mots sont dits. Je t'ai posé la question tantôt, ça fait-tu une différence? Est-ce que la prochaine fois, tu vas être autant stressé? Tu m'as répondu non. Mais ça pourrait c'est quand même un conseil que tu donnes à tes athlètes de garder des traces de ces réussites, de garder ça dans sa petite poche en arrière. Puis quand tu as une sortie de merde, une course de merde, un événement de merde, tu te dis, ouais, mais il y en a d'autres qui ont bien été, là. Puis c'était pas si longtemps que ça. Parce qu'on est facile à dire, ça va tout en mal de ce temps-là, puis il y a rien qui marche. Puis effectivement, je me souviens l'avoir nommé souvent quand quelqu'un m'arrive avec une sortie, tu sais, qu'un homme phénoménal, hey, ça allait bien, je volais, je me sentais vraiment bien aujourd'hui. Même si c'était pas d'un événement, même si c'était pas un record, c'est encore plus important, je pense. Juste d'avoir une course positive, puis c'est ça. Prends-les, là, mets-les dans ton petit album, là, parce que tu vas avoir besoin d'aller leur lire cet album-là de temps en temps. Fixe-le celle-là, fixe-le ce moment-là où tu te sens bon, tu te sens fort, là. Puis on va l'utiliser dans les moments de doute, là. Effectivement. Puis si tu l'as dit, c'est pendant un entraînement, c'est pas obligé d'être un événement qui a bien été. Puis on peut encore plus décortiquer ça. Ça peut être des petits aspects. Tu sais, ça peut être, sur ta sortie de 5 km, ça a été mal en général. T'as pas été confortable. Mais à un moment donné, tu t'es dit, hey, je vais quand même me mettre un sourire d'en face, tu sais, puis je vais dire bonjour aux gens qui me croisent. Hey, ça, c'est un bon coup. J'étais capable de sortir de cet état-là. Deuxièmement, tu peux te dire, hey, déjà, j'ai mis mes espades, puis je suis sorti. J'allais faire une course. J'aurais pu rester assis sur mon divan. Deuxième bon coup, petite tape dans le dos, peut faire du bien. Des fois, c'est pas obligé d'être la sortie au complet, là. Juste des aspects où tu es fier de toi. Totalement. Juste de modifier aussi son discours intérieur, au lieu de se saboter volontairement ou involontairement, inconsciemment, je dirais, tu sais, dire, ouais, c'est comme on avait tantôt, tous les facteurs externes qui peuvent avoir contribué ou trouver des raisons pourquoi, mais de se rappeler justement le travail qu'on a fait. Hey, c'est moi qui m'est amené là. Ouais. Tous les sacrifices que j'ai faits, t'as nommé tantôt, je me lève plus tôt, pour aller m'entraîner, je fais plus attention à mon sommeil. Tout ça, c'est des facteurs, puis c'est de l'effort. Et c'est important de se le rappeler aussi, là, puis de s'auto-valoriser avec ça, parce que les gens autour, ils voient ce qui est visible. Fait que souvent, c'est ce qui est sur Strava ou c'est ce qui est dans un événement parce qu'on en parle. Mais je dirais surtout les non-sportifs ou non-coureurs voient pas la montagne qu'il y a avant pour arriver là. Oui. Puis c'est ça qui est important. C'est le parcours qui est bien plus important que la fin, je trouve, là. Oui. Puis je pense aux personnes qui ont tendance à surtravailler, faire tout le temps une sortie de plus ou un peu plus de kilomètres. Peut-être du moment où tu en prends conscience, juste te dire « OK, je vais faire confiance au processus. » Ça peut être justement d'en parler ouvertement. On t'en a parlé tantôt, le fait de prendre conscience de quelque chose, d'en parler avec les autres, mais de façon transparente, enlever son masque, puis dire « Hey, j'ai peur. Hey, on dirait que je me suis pas assez entraîné. Hey, pour vrai, je pense que j'aurais besoin d'une petite tape dans le dos. On va réussir, hein. » Tu sais, juste se servir des personnes qui nous entourent, en fait, pour nous aider. Je pense que vous allez être surpris de voir que les autres ont probablement des enjeux similaires. On se fait tout à croire que tout est beau, tout va bien, puis on veut pas l'exposer, mais une fois qu'on en parle, ouais, moi si je doutais, là, j'étais pas sûr pantoute, mais ça a bien été. Puis, j'oserais dire que c'est un peu pour ça qu'on fait cet épisode-là. Ben oui. C'est pour dire, ça existe, on le vit tout, peu importe le niveau, l'expérience de course, on le vit tout, ça. Ouais. Hey, celui-là, je le trouve super important. Accepter l'imperfection. Parce que quand on a tendance à se sentir imposteur, c'est qu'en fait, on est vraiment perfectionniste, puis on veut pas faire d'erreur, on veut pas que les choses soient pas à leur place, on veut que ça soit parfait. Mais ça se peut que ça soit parfaitement imparfait, on peut pas tout contrôler, on peut pas décider de la température, on peut pas décider nécessairement de notre sommeil la veille.
Il y a plein de choses sur quoi on peut agir, mais il y a plein d'imprévus qui peuvent arriver. Je vais citer 2 personnes, une que je cite souvent, Coach Frank, qui dit « Fait est mieux que parfait ». C'est bien mieux de faire une sortie qui est pas parfaite, mais t'en as une de plus dans tes livres. Et l'autre, c'est mon père qui me disait, tu sais, celui qui reste assis sur son divan, il en fait pas d'erreur. Ah. Il se trompe pas. Ouais, mais il fait rien. il atteint rien, puis... Mais... Regarde la vie passer par la fenêtre. Exactement. Puis tu sais, au pire, si ça se passe pas comme tu voulais, ben c'est juste l'opportunité d'apprendre, l'opportunité d'aller un petit peu plus loin, de se dépasser. Tu sais, on a parlé de la checklist. Au final, une checklist, c'est pas des objectifs. Fait qu'il faut quand même arriver dans un état d'insécurité à quelque part. Avoir de la bienveillance envers soi-même, être un petit peu plus doux. Ça va un petit peu dans le sens d'accepter l'imperfection, mais vraiment d'avoir un regard bienveillant, puis de le faire avec intention. Tu sais, tu te lèves le matin d'un événement ou d'un entraînement, peu importe, là. Puis tu sais, OK, ouais, je vais être bienveillante envers moi, tu sais. Je vais pas me dire, OK, là, va botte-toi le cul, puis voyons, tu sais, ça n'a pas de bon sens, puis t'as pas sorti hier, puis OK, on peut y aller avec bienveillance, OK, good. Hey, good job, la grande, tu t'es levé 45 minutes plus tôt. Mets tes espadres, let's go, on est capable, on part. Bravo pour ta course, tu tapes dans le dos. Notez ce qui a bien été. Oui, parce que on l'a dit tantôt, dans le parcours, souvent on est un peu tout seul. Fait que si tu le fais pas pour toi-même, il y a peu de chance qu'il y en a qui le fassent pour toi. Fait que c'est important de le faire. Développer une posture de croissance. Et ça, je trouve que s'il y a une chose que ce travail peut avoir de positif, c'est ça. Parce que tes chiffres, tu peux les utiliser à bon escient de ce côté-là. Hey, on oublie notre progression parce que souvent, ça c'est une citation que j'avais déjà dit, là, une croissance qui est soutenable va être pratiquement imperceptible. Fait que c'est difficile de te sentir progresser tant que tu ne mesures pas ou que tu ne regardes pas où tu étais dans le passé. Fait que de prendre acte de tes réussites, de revisiter, de regarder ce que tu as réussi, ce que tu as fait. Mais tu sais, dans un sens large, ça peut être, c'est pas nécessairement juste, là je nomme sur des chiffres, mais ça peut être sur des chiffres par rapport à la constance que tu as. T'as une bonne année, je suis constant, j'ai pas eu de période d'arrêt ou parce que j'avais la flemme ou que je me suis laissé décourager au moins de signes de faiblesse. Ben, t'as modulé tes choses puis t'as une constance dans ton année. C'est fabuleux, ça, c'est bon. Puis faut en prendre acte puis le mettre dans notre petit bagage. Tu sais, au-delà des temps, un des chiffres que j'aime regarder, justement, c'était mon rythme cardiaque. Là, tu dis, voyons, quand je regarde, là, mon 10, je le fais tout le temps en même temps. Ah non, mais t'as peu, là. Je regarde, là, j'étais en zone 4 avant, là. Puis depuis cette année, là, j'étais en zone 2 quand je fais le même entraînement, même vitesse. C'est une solide progression. Mais si tu regardes juste la première vitrine, ben c'est pareil. Je fais la même affaire. Ouais. Ça me prend le même temps. Non. Ta condition en arrière, elle est bien différente. Et puis, j'ai ça sur ma montre où à la fin d'un entraînement, je peux coter ma perception d'effort sur 10, puis c'est stocké dans mon compte Garmin, et je peux décréter est-ce que je me sentais bien ou faible ou neutre. Mais tu sais, ça aussi, si tu te rends compte que tous tes exercices, toutes tes sorties d'entraînement sont similaires, ben il n'y a rien changé, mais quand tu regardes, OK, mais ma perception d'effort est beaucoup plus basse aujourd'hui, c'est une excellente progression, ça, qui n'est pas un chiffre, qui n'est pas une vitesse, mais qui dénote que ton sentiment par rapport à ton entraînement est plus positif qu'il était. Parlant de positif, l'entourage, puis pas juste l'entourage, les amis ou les personnes avec qui tu cours, là, oui, effectivement, quand t'es avec des personnes qui passent le temps à se taper sa tête, ben tu vas avoir tendance à imiter les personnes qui t'entourent. À l'inverse, entoure-toi de personnes qui ont tendance à se valoriser elles-mêmes ou juste qui sont neutres par rapport à leur performance, qui acceptent leur capacité, qui acceptent leurs conditions, qui vont pas à la recherche d'approbation. Puis c'est plus facile de travailler de s'améliorer par imitation, en fait. Puis l'autre chose, par rapport à s'entourer de personnes positives, s'entourer d'un coach qui va venir justement t'expliquer ce que tu viens de parler sur les stats sur Strava. Tu sais, pour toi, tu dis, bon, OK, je fais les mêmes entraînements, puis c'est la même vitesse tout le temps, puis ouais, mais ton coach va pouvoir tout neutraliser ça, là, puis toutes les émotions qui viennent émerger là, de cette frustration-là, ben ton coach va dire, regarde ta fréquence cardiaque, regarde ta perception d'effort, comment ça a évolué, ça va rendre ça neutre,
Ça sera pas une grosse tape dans le dos puis te flatter dans le sens du poil, ni te dénigrer. Ça va être juste, regarde, on va regarder les choses telles qu'elles sont. Comme tu dis, si t'es dans un groupe, justement, avec soit plus négatif ou qui comprend pas la valeur de ton sport, puis qui, mais pourquoi tu fais ça, là? Donne-toi un break, là, ou, t'en fais peut-être trop, ou justement, des gens qui vont être un peu plus négatifs par rapport à leurs résultats. Ben, toi, t'arrives là-dedans, même si tu veux être positif, tu te sens tout le temps dissonant, là. C'est difficile, là. Ouais. Versus d'être avec des gens qui sont positifs, ben, même si toi, t'es négatif, ça t'attire un peu plus vers qu'est-ce qui est positif dans tout ça. Puis, je l'avais nommé, c'est Eliud Kipchoge, qui est un des grands marathoniens qui, lui, pratique beaucoup le sourire, souvent finit ses courses, là, méga smile. Et puis, il y avait une recherche qui disait, je pense que c'était comme de 1 à 3% moins difficile au niveau de la perception d'effort quand tu souris. Ouais. C'est fascinant, là. Ouais. Fait que juste d'adopter une position positive, une attitude positive face à cet effort-là, rend ça plus facile. En plus, tu vas avoir un retour dans les événements, justement. Si tu as tendance à sourire, les gens vont te sourire naturellement aussi. Fait que tu te sens encouragé, c'est vraiment plus positif. Hey, ça, hein, les bénévoles qui nous encouragent pendant une course, Oui. c'est-tu cool, ça? Ouais. Puis, je l'ai déjà nommé, mais c'était Alexandre Barrette, l'humoriste, qui disait, moi, je salue tout le temps les coureurs. Puis moi, c'est ce que je fais tout le temps aussi, c'est tous mes amis. Puis lui nommait, il dit, c'est comme quand quelqu'un te salue pendant que tu cours, c'est comme pogner une étoile à Mario Bros. Oui, c'est vrai. C'est comme, ouh! Oui, effectivement. T'as un petit moment là après. Fait que ça a l'air un peu plus, tu regardes ta montre, oh Christ, va ralentir. Ouais. Ouais. Se fixer des objectifs réalistes aussi. Ils peuvent demeurer ambitieux pour pas que ça devienne justement une checklist, mais qui soit quand même réaliste et atteignable. Puis là, t'as nommé un coach, je pense que c'est la meilleure personne pour nous aider à se fixer des objectifs qui vont nous permettre de grandir, mais qui vont être quand même atteignables. Oui, effectivement. Puis, un autre truc aussi, c'est d'aller chercher du feedback qui est constructif. Donc, pas nécessairement positif, constructif, vraiment, qui va être pertinent. Puis, un coach, encore une fois, va avoir la neutralité nécessaire pour pouvoir le faire, là. T'as raison, parce que, tu sais, si c'est du positivisme qu'on reçoit, mais tu y crois pas, parce que tu sens que c'est juste pour mettre un baume sur ce que tu viens de vivre, ça avance pas tant que ça, là. Mais si c'est constructif, ouais, là, OK, cool. J'ai appris, puis on fera mieux la prochaine fois. Oui, c'est ça. Faut que ce soit juste une opinion, là, vraiment basée sur des faits. Au final, pour prévenir ce sentiment d'imposture-là, on peut se préparer d'avance, essayer de se donner des petites tapes dans le dos, prendre en note qu'est-ce qui se passe bien, c'est quoi nos bons coups. C'est pas nécessairement une bonne sortie ou une bonne semaine, ça peut être juste le fait d'être fier d'avoir mis ses espadrilles le matin puis de sortir. Donc, regarder qu'est-ce qui est positif. Puis après ça, on en a parlé, quand on s'en rend compte, quand on en prend conscience, essayer de, calmer son mental, d'en parler, nommer les choses, se poser la question, est-ce que mes objectifs sont réalistes? Est-ce qu'ils sont atteignables? Est-ce que je suis dans un pattern de performance ou en train de minimiser mes compétences, mes capacités pour pas perdre la face? Tu sais, c'est pas si grave que ça de se sentir imposteur. C'est juste peut-être que ça rendrait la chose un petit peu plus agréable d'être un peu honnête ou transparent envers soi-même, dire OK, je suis bon, OK, je suis capable. Ça veut pas dire que tu te vantes la gueule, puis même si quelqu'un te dit « calme-toi, t'es pas si bon que ça », on s'en fout, là. Prends-toi un coach, il va te le dire, lui, s'il est bon. Change de groupe, c'est un gars négatif. Change de groupe. Change de gang. Hey, on a le droit de se trouver bon, pour vrai. Il faut se trouver bon. On dit que ça va pas être souffrant, commence à courir, mais c'est tough, la course, là. C'est quand même tough. Ah oui. Fait qu'on peut se la donner la tape dans le dos, là. Hey, mais qui trouve ça facile? Tu sais, en fait, c'est ça, hein, quand les gens ils disent « Ouais, je comprends pas comment tu fais pour aimer ça, courir. » C'est pas tant que j'aime ça, courir. C'est ce que ça m'apporte. C'est ce que ça m'amène comme apaisement mental, comme condition physique, comme effet d'aller prendre l'air. Mais ça fait mal. Ça fait pas mal. Coach Bill, t'avais-tu une plug pour nous autres cette semaine? Oui, je veux plugger Vistaprint, qui est une compagnie qui nous permet de faire de l'impression sur à peu près n'importe quoi. Puis, en fait, c'est pas vrai, c'est un détour. C'est pas Vistaprint que je veux plugger. Je veux plugger qu'on s'est procuré une belle Oriflamme. C'est un espèce de grand fanion
de 10 pieds de haut aux couleurs de coureur.io qu'on va traîner dans nos courses, dans les événements. Fait qu'on va être très visible avec un beau code QR pour que les gens puissent nous scanner puis venir nous écouter. Donc, si jamais vous passez dans un événement puis que vous voyez l'Oriflamme de coureur.io, vous avez une mission, c'est de venir nous saluer. Ça nous ferait vraiment plaisir. Mm-hmm. Toi, Coach Isa, as-tu une plug cette semaine? Oui, je voulais plugger 5 hommes en action. En fait, c'est une course qu'on est allé faire en Beauce. C'était la 3e édition, si je me trompe pas. Et puis, à chaque année, ils organisent la course. Puis, l'objectif est de ramasser des dons pour un organisme de la région. Donc, c'est ce que je trouve vraiment le fun, c'est qu'ils prennent des candidatures. Donc, il va y avoir un organisme qui va recevoir les dons. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Oui, c'est bien d'encourager toujours la même cause, mais ça donne l'opportunité à d'autres organismes de profiter de ces dons-là. Puis, en même temps, je dis un gros merci parce que j'ai gagné mon inscription pour l'année prochaine. Oui, qu'est-ce que tu as fait pour gagner ça? Je me suis pris en photo avec la pancarte à l'entrée de la ville. D'ailleurs, t'étais sa photo. Mais oui! Mais c'est moi qui l'ai posté. Fait que mon nom est sorti. Fait que c'est sûr et certain qu'on s'y voit en 2025. On a fait le 10 km cette année, puis ça va être pour le demi l'année prochaine. Ah oui? Ben oui. Cool. Ça va que le parcours est encore plus beau. On va aller voir ça. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Hey, bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.